Bienvenue dans cette grande matinale Silver Echo. C'est le deuxième numéro. L'idée est de faire chaque deuxième mardi du mois un rendez-vous distanciel en live avec des décideurs et des acteurs de la Silver Economy et des univers des seniors. Si vous regardez cette émission, sachez qu'il est enregistré, sachez qu'il est possible de la suivre en live. Donc chaque deuxième mardi du mois et ainsi poser vos questions à nos invités. Pour recevoir les invitations automatiquement des prochaines émissions, vous pouvez vous ajouter à la mailing list. Il y a un lien sous cette vidéo. Donc dans ce numéro, nous sommes avec tout d'abord Cédric Poncet, qui est le directeur général d'AKW International, qui propose des solutions pour les salles de bain et de la cuisine. Bonjour Cédric. Bonjour. Blandine de Traverse, qui est associée fondatrice de la Maison de Blandine, qui propose une alternative innovante d'hébergement pour les personnes âgées et les seniors. Bonjour Blandine. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Ariane Binet-Prévost, qui est la responsable développement du label HS2. Nous allons redécouvrir ou découvrir le label HS2. Bonjour Ariane. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Le quatrième invité est une personne qui m'épate, vous allez voir sur son développement, c'est Nicolas Chiquet, qui est le président fondateur de Life Plus, qui propose des solutions d'assistance et de télésuivi médical pour la prévention de la fragilité des plus de 65 ans. Bonjour Nicolas. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Et le quatrième invité qui va nous rejoindre, Benoît Gobelot, qui est un petit peu en retard. Bonjour. On va commencer par Cédric, par toi. Est-ce que tu peux nous expliquer, peut-être te présenter, puis nous présenter AKW International que tout le monde ne connaît pas? Bien sûr. Donc, je suis Cédric Poncet, je suis directeur général de la société AKW, qui est un groupe anglais qui a été fondé il y a 40 ans. Et le cœur de business, c'est la conception et la fabrication de tous les produits liés à l'accessibilité, et plus particulièrement l'adaptation de la salle de bain et de la cuisine. Nous intervenons sur la France maintenant depuis plus de 10 ans, avec un circuit de distribution qui est les distributeurs professionnels du bâtiment. Et nous fabriquons tout ce qui est receveur de douche, paroi de douche, barre d'appui, siège de douche, pour aider les personnes en situation de handicap ou les seniors à utiliser avec sécurité et confort leur salle de bain. C'est des produits qui sont destinés aux seniors ou qu'est-ce que je veux dire, c'est typique senior ou c'est plus large en fait? Comment est-ce que tu vois Alors, le... le démarrage de la société, on était vraiment dans le médical. On était vraiment des produits qui étaient destinés aux EHPAD, aux hôpitaux et vraiment aux personnes en situation de handicap. Maintenant, la volonté et le vieillissement de la population et la volonté de faire rester les seniors à domicile nous a donné une orientation différente avec une conception de produit plus adaptée aux seniors. C'est-à-dire que là, on va travailler plus le design, le confort du produit, avec des produits beaucoup moins stigmatisants. Donc aujourd'hui, on va plus s'orienter vers la salle de bain pour tous plutôt que d'avoir des salles de bain vraiment stigmatisants sur le côté médical. Comment est-ce qu'on fait pour, lorsqu'on commercialise une salle de bain pour tous, pour quand même expliquer que c'est pour les seniors, entre autres? Est-ce qu'il n'y a pas une difficulté? Alors, c'est vrai pour les personnes en situation de handicap, parce que déjà, il y a l'appréhension de fournir le bon produit en fonction du handicap de la personne. Maintenant, pour les seniors, on avait fait au départ l'erreur d'assimiler ça justement à des produits médicalisés, ce qu'ils ne veulent absolument pas. Donc aujourd'hui, on essaye de faire des produits déjà en travaillant davantage sur le design, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une barre de douche, un siège de douche, ce sont des beaux produits qui peuvent être utilisés à tout le monde. Et aujourd'hui, dans notre discours, on oriente plus sur le confort d'utilisation plutôt que sur le côté de produits destinés à des personnes en ayant besoin. Donc aujourd'hui, on peut dire que nos produits que vous retrouvez dans les salles d'expo sont confondus avec l'ensemble des salles de bain et ça devient des vrais accessoires pour tous. En faisant cette stratégie, le chiffre d'affaires a augmenté, il y a eu plus de ventes, il y a eu un effet sur les ventes. Alors, AKW est une jeune société, donc automatiquement, on est en pleine croissance. C'est porté par plusieurs phénomènes. Le premier phénomène, c'est vraiment le vieillissement de la population. Deuxième phénomène, c'est vraiment un cas de conscience, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui était considéré comme une niche de marché devient un marché à part entière.
Et la troisième raison, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement s'est vraiment attelé à aider nos seniors à s'équiper. Et je pense que c'est un sujet dont on va parler, c'est la prime adapt. Ils sont en train de lancer justement, quoi, ils ont lancé depuis le 1er janvier une aide au financement pour aider les seniors avec des revenus modestes ou très modestes à adapter leur salle de bain pour avoir une meilleure utilisation. Dernière question sur AKW International, sur le côté international. Les secteurs les plus en pointe, en fait, ou en tout cas les plus développés sur ton marché, c'est lesquels? Les secteurs, qu'est-ce que tu entends Pas par les les secteurs, c'est secteurs? là, pardon, les pays, pardon, pas les secteurs, Ah, les les pays. pays. Alors, j'ai pas une réponse très précise à ça. Je peux te dire qu'aujourd'hui, ce que je sais, que la France est très en retard, puisqu'on parle de 12% des logements qui sont équipés. Moi, je peux te parler de l'Angleterre, qui est vraiment l'origine AKW, où la salle de bain accessible est rentrée maintenant dans toutes les maisons et dans tous les hôtels. C'est-à-dire, il n'y a plus de distinction. On voit encore en France que dans un hôtel, il y a deux, trois chambres qui sont adaptées. Dans un hôtel en Angleterre, c'est quasiment toutes les chambres. C'est-à-dire que c'est vraiment devenu un phénomène de société, ce qu'on n'a pas encore aujourd'hui. On est en train de rattraper le retard. Mais voilà, ce que je peux confirmer, c'est que la France a aujourd'hui encore en retard sur l'équipement des maisons. La prime adapt. Alors, ce qui est intéressant avec toi, c'est comme tu es fabricant, tu vas nous dire concrètement sur les ventes ce que ça donne, si la prime adapt a apporté quelque chose. Peut-être déjà représenter la prime adapt pour ceux qui ne connaissent pas, et après on va dérouler les conséquences, enfin, les résultats sur le terrain. Alors, pour résumer, la prime adapt, c'est une aide destinée aux seniors de plus de 70 ans, aux personnes de 60 ans et plus en situation de fragilité et aux personnes en situation de handicap ayant des revenus modestes ou très modestes. Donc, il y a un plafond pour les revenus qui est mis en place par l'ANA. Et aujourd'hui, ça permet d'avoir un financement de 50 à 70% du montant des travaux. Donc, on parle d'un remboursement jusqu'à 15 000 euros pour adapter la salle de bain, quoi. Le domicile en particulier. Pour AKW, on parle plus de la salle de bain, mais ça concerne aussi le monte-escalier, les rampes d'accès. Donc, on est vraiment sur l'ensemble de la maison. Donc, ça correspond à peu près à 700 000 salles de bain qui doivent être faites dans les 10 prochaines années. Pour moi, c'est le regroupement d'aides existantes et pas forcément la Non, non, création. tu as raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le but, c'est de faciliter un système qui était compliqué parce qu'il y avait plusieurs aides. Aujourd'hui, ils ont décidé de faire une plateforme unique pour accompagner justement ces seniors. Tu fais bien de le préciser. Donc, lancé en début d'année, on est en mai. Lancé au 1er janvier. Les résultats, comment toi tu vois la situation? Il y a deux paramètres, c'est-à-dire que tu parlais de l'impact que ça pouvait avoir sur le chiffre d'affaires. Ça a eu un impact négatif l'année dernière, puisque on est passé d'une première aide qui était l'aide d'Action Logement, il y a de ça 3 ans, et on a eu une grosse communication après l'arrêt d'Action Logement sur la prime adapt. Donc, on a eu tous les seniors qui sont mis dans un phénomène d'attente et qui n'ont pas fait les travaux en attendant la prime adapt. La prime adapt a été, donc, on a eu une perte de chiffre d'affaires l'année dernière, puisque justement, tous ces consommateurs qui avaient besoin de ces produits attendaient de 2024 pour être aidés. Le lancement a pris malheureusement du retard, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça a été lancé le 1er janvier, mais les dossiers ont été enregistrés mais ne sont pas validés. Donc aujourd'hui, ça a aucune répercussion sur le chiffre d'affaires. Je pense que ça va commencer vraiment au deuxième semestre, ce qui fait que j'ai quelques clients qui se retrouvent dans des situations difficiles puisqu'il y a eu des investissements, des mises en stock, des recrutements pour aller sur ce marché-là. Et comme ça a pris de retard, malheureusement, ils se retrouvent un petit peu dans une situation difficile aujourd'hui. Dans les prévisions du nombre de ma prime adapt, pour toi, ça va faire démarrer le marché, ça va faire progresser le marché, ou on est tout simplement sur une tendance Non, classique, non, je pense que démographique? ça va avoir un impact très positif. Déjà, cette communication autour de la prime adapt, ça fait déjà prendre conscience qu'il y a des aides. Il y a beaucoup de personnes qui ne savaient pas qu'ils pouvaient être aidées, donc ça fait une vraie prise de conscience. Et ça fait une vraie prise de conscience en général. C'est-à-dire que même les personnes qui ne sont pas éligibles, on les informe sur des solutions
de remplacement de baignoire par une douche sécurisée. Et il y a une vraie prise de conscience générale. Donc, nous, en tant qu'industriels, on se rend compte que aujourd'hui, nos clients distributeurs s'intéressent de plus en plus au marché des seniors. On est de plus en plus sollicités et là où on était mis un petit peu de côté dans les salles expo, dans les libres-services, on commence à arriver et à être bien représenté chez tous nos clients. Donc, il y a vraiment une vraie prise de conscience sur la nécessité aujourd'hui d'apporter une offre pour les seniors. Est-ce que tu vois une hausse du nombre de tes clients, du nombre de vendeurs concrètement auprès des seniors? Est-ce que certains s'engouffrent, tu vois ce que je veux dire, vont s'engouffrer Je ne vois pas du tout Ah, d'accord, tu vois pas du où tout. tu veux en venir. On a effectivement régulièrement, je dirais, pour essayer de faire attention aux mots choisis, Oui, on a des sociétés opportunistes qui s'intéressent à ce marché. d'accord. De plus en plus, ouais, effectivement. Au niveau des clients, des seniors, est-ce que tu vois déjà des phénomènes? Est-ce que ça va toucher des gens qui n'avaient pas les moyens de s'équiper, qui vont s'équiper davantage, ou des gens qui vont s'équiper sur des salles de bain, par exemple, qui sont de plus grande qualité ou plus d'options, où ça ne change pas, ça va être. Non, non, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte il y a la prise de conscience est générale, c'est-à-dire que nous, on avait très peu de particuliers qui venaient sur notre site internet, qui nous appelaient directement. On a de plus en plus de demandes d'informations, que ce soit sur les produits, que ce soit sur la réglementation, que ce soit sur la prime adapt. Donc aujourd'hui, on est plus seulement un industriel qui vend nos produits, on a aussi ce rôle d'informateur auprès du particulier et du grand public en général pour leur dire les aides auxquelles ils ont le droit et les former sur les produits. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle de barre de douche, de receveur, mais il y a quand même une vraie technicité. C'est un peu d'ailleurs le problème aujourd'hui, c'est-à-dire que je pense que ça, c'est pas encore assez encadré, mais aujourd'hui, il y a des vrais produits avec une technicité bien particulière pour ce type de marché. D'accord. Dans l'avenir, les innovations, si tu peux en parler, si c'est pas confidentiel, qu'est-ce qui va apparaître pour toi, qui dirige? Dans l'avenir, alors nous, on essaye d'agrandir notre gamme de produits, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va aller sur des produits qui sont pas encore très développés, notamment, je pense à des meubles destinés aux seniors, je pense à des sols de salle de bain antidérapants qui sont encore très peu commercialisés. La domotique arrive en force aussi avec des miroirs connectés, des robinetteries connectées. Donc, je pense que non seulement on est en retard sur le marché, on est aussi en retard sur les produits. Et ça, c'est nous, en tant qu'industriels, avec des études de marché, on essaye d'étendre un petit peu notre offre. Et un paramètre très important, c'est le design. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille de plus en plus dans les tendances du marché. On se rapproche de fabricants de robinetterie, de meubles, pour voir un petit peu, pour assortir nos barres de douche à ce qui se fait aujourd'hui dans les salles de bain, ce qui n'était pas du tout le cas aujourd'hui. Donc, le design, je dirais, la domotique et agrandir la gamme de produits. Une salle de bain adaptée pour les seniors, on voit ce que c'est. Une cuisine adaptée, pour toi, c'est quoi une cuisine adaptée aux seniors? Alors, une cuisine adaptée, on va aller aujourd'hui, on va travailler vraiment sur la mobilité. Donc, on va avoir on va avoir des placards avec l'intérieur du placard qui va descendre électriquement pour aider le senior qui a peut-être pas toute sa mobilité pour lever le bras. Donc, c'est le placard qui va descendre pour rendre accessibles tous les produits à l'intérieur. On va avoir aussi le plan de cuisson qui peut aussi s'abaisser ou se relever pour s'adapter soit à la taille de la personne, soit si cette personne doit cuisiner en position assise pour s'adapter à tout ça. Donc c'est vraiment l'adaptation à la mobilité dans la cuisine. Est-ce que l'on... ah, il y a un iPhone qui est apparu, donc voilà, attends, on va couper. Tac, voilà. On va reprendre, on fera une petite coupure au montage. Est-ce que, en fait, ma prime adapt va permettre, à ton avis, des clients plus jeunes, des seniors plus jeunes de s'équiper? On se rend compte qu'aujourd'hui, les personnes, et je suis concerné, de plus de 50 ans, euh, réfléchissent parce qu'ils en ont les moyens, je redis, parce que maintenant, il y a les produits design qui sont proposés pour ça, mettre plus facilement un siège de douche, une barre de douche. Parce qu'aujourd'hui, il y a une grande modularité dans les produits, c'est-à-dire qu'une barre de douche, ça peut être aussi une étagère, ça peut être un porte-serviette, etc. Donc, on a associé le design à la modularité et ils pensent effectivement que dans 10, 15, 20 ans, ils auront peut-être une vraie nécessité d'avoir ces produits. Donc, il y a une vraie réflexion
dans la création. Aujourd'hui, on vend effectivement des barres d'appui et des sièges de douche à une clientèle beaucoup plus large. D'accord. Si un de nos invités veut poser une question à Cédric, on en profite pour dire bonjour à Benoît qui nous a rejoint. Bonjour Frédéric, effectivement, j'ai été légèrement en retard. Et puis je vois que tu as un bon éclairage et tu as une bonne caméra. Mais écoute, j'ai été chaudement conseillé et remarquablement conseillé par un très bon ami, Frédéric. Je te D'accord. le Donc en fait, tu as un gage et tu faut poser une question à Cédric. Justement, je voulais rebondir parce que sur les derniers propos de Cédric, qui concernaient par exemple l'aménagement de la cuisine. Moi, je me souviens, il y a une dizaine d'années, il y avait tout un certain nombre d'entreprises qui ont commencé à développer des produits justement adaptés à la cuisine. Alors, c'est pour les personnes handicapées ou les personnes âgées. Et finalement, il y avait des produits remarquablement bien conçus, mais il y avait un gap de prix qui fait qu'ils n'ont pas réussi à percer, hein. C'est-à-dire que, à nouveau, c'était remarquable, c'était motorisé, mais il n'y a pas eu de débouché. Comment est-ce qu'aujourd'hui, vous envisagez de pouvoir lever cet obstacle? Est-ce que c'est lié à l'industrialisation sur des gros volumes, c'est-à-dire le fait de pouvoir le rendre accessible, finalement, ça voudrait dire d'arriver à baisser les prix de manière à ce qu'il y ait un nombre suffisamment élevé de clients qui ensuite permettent d'absorber l'ensemble des coûts de production et de conception? Alors je suis complètement d'accord. Pour tout vous dire, on a un marché très important de cuisine en Angleterre. J'ai pour l'instant fait une approche avec les cuisines en France qui n'a pas été une grande réussite. Donc, pour plusieurs raisons. La première raison, vous l'avez dit, c'est le prix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un niveau de cuisine avec des tarifs très importants. La deuxième raison, c'est la difficulté à adapter la cuisine en fonction de la situation de handicap. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des problèmes de mobilité, de sensibilité. Donc, l'étude est beaucoup plus poussée sur la cuisine qu'elle est sur la salle de bain. Donc, c'est un problème qu'on a aussi rencontré. On n'avait pas suffisamment, on avait travaillé avec une chaîne de cuisinistes et il y avait un problème d'information et de formation auprès des cuisinistes à ce sujet-là. Et aujourd'hui, malheureusement, à l'inverse de la salle de bain, on a encore, nous, industriels, des efforts à faire sur... alors, en termes de technicité, on est au point. En termes de design, par rapport à ce qui se fait aujourd'hui dans la cuisine, on a encore des efforts à se faire à ce niveau-là. Donc, c'est vrai que ces trois éléments mis de bout à bout, on n'a pas encore su trouver notre place auprès des cuisinistes. Ce qui aujourd'hui ne m'inquiète pas plus que ça, parce que j'aurais eu exactement le même discours pour la salle de bain 10 ans en arrière, et aujourd'hui on voit ce qu'il en est. Donc j'ose espérer, et je suis certain que ça va le faire, que la prochaine pièce à vivre qui va s'adapter aux seniors, ça va être effectivement la cuisine. D'accord. Et j'avais une deuxième question à vous poser, parce que vous avez beaucoup parlé de l'Angleterre. Il se trouve, j'étais légèrement en retard, je suis désolé, et je suis en Angleterre aujourd'hui. Évidemment, Ah ça ben, se... on comprend mieux pourquoi le retard alors, hein. Exactement. C'est les calages horaires. Ben, il est une heure plus tôt. C'est ça, c'est ça. Ici à Londres. Ouais, j'avais une petite question justement, c'est comment dire, en Angleterre, la protection sociale n'est pas du tout du même niveau qu'en France. Moi, j'ai le sentiment tout de même que la silver economy, un de ses handicaps, c'est que de nombreuses personnes, moi j'ai souvent entendu dire dans mon entourage, que quand les personnes vieillissent, c'est normal que l'État s'en occupe. Et ils s'imaginent à tout point de vue. Alors que en Angleterre, bah, les personnes se prennent en charge complètement, ne serait-ce que pour la question de la santé. Donc, bien entendu, le vieillissement, bah, il faut adopter ce logement. Enfin voilà, et tout le monde est. Est-ce que il n'y a pas aussi une justification? La différence des marchés ne se justifie pas également par la différence d'état d'esprit, de culture, hein. C'est pas. Moi, je pense que la France, c'est un très beau pays, c'est pas du tout un reproche, mais on est dans un domaine un peu différent. Que ce soit culturel, j'en suis certain. Moi, à mon niveau, si je parle du marché français, on s'en rend même compte dans des régions françaises. C'est-à-dire qu'on a des régions de provinces françaises où il y a beaucoup plus la culture du senior, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on va beaucoup plus s'occuper de nos seniors.
C'est vrai qu'aujourd'hui, on est un pays où les aides sont importantes. C'est ce que je disais tout à l'heure en début d'entretien. Je pense qu'il y avait aussi, le français attache beaucoup d'importance aussi au design des produits et on n'avait peut-être pas le design adapté au côté latin du français qui aime bien les bons produits. Je vous avouerai que depuis 2 3 ans maintenant, il y a un gros progrès qui est fait de ce côté-là. Et c'est vrai que de plus en plus maintenant, la salle de bain du senior, c'est pour ça que je parlais de salle de bain pour tous, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les produits qu'on propose, ben, on arrive à intéresser beaucoup plus de monde. Donc je pense que c'est culturel, mais culturel en termes de design. Aujourd'hui, le français est vraiment beaucoup attaché au design des produits. Eh En bien, tout cas, c'est mon avis. merci Cédric. On te libère, 50, 51, j'avais dit, enfin 52, j'avais dit Super, 50. Merci c'est beaucoup en top. tout cas, Cédric. À Merci à bientôt. tous, au plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir. Nous allons parler maintenant avec Blandine de Traverse. Bonjour Blandine. Bonjour Frédéric. Alors, la maison Bonjour de à Blandine, tous. est-ce que tu peux présenter la maison de Blandine? Alors, oui, je peux présenter la maison de Blandine en 2 mots. Alors, donc moi, je me présente en... D'abord, je suis infirmière de formation. J'ai créé euh, un cabinet d'infirmière libérale il y a 15 ans avec une orientation d'accompagnement en fin de vie. Voilà, et confrontée à l'extrême solitude des personnes âgées à leur domicile, en fait, j'ai souhaité créer des petits lieux de vie un peu différents qu'on appelle aujourd'hui de l'habitat partagé accompagné. Voilà, donc en fait, les maisons de Blandine, c'est ça, c'est ce qu'on appelle de l'habitat inclusif, de l'habitat partagé accompagné. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est une petite structure avec 23, 25 appartements pour les personnes âgées. On a souhaité mettre une dimension bigénérationnelle aussi dans notre projet. Voilà, mixer ces 2 générations qui peuvent s'apporter énormément. Du coup, voilà, l'habitat, c'est parce que nos habitants ont vraiment leur domicile, hein. On parle aujourd'hui de virage domiciliaire. Donc, nos habitants sont dans leur appartement. Ils ont une cuisine adaptée, voilà, une chambre séparée s'ils le souhaitent. Et voilà. Et ensuite, il y a des espaces de vie partagés, des grands espaces de vie partagés qui font entre 180, 200 mètres carrés par maison. Donc, qui sont des lieux du vivre ensemble où les habitants se retrouvent pour co-construire et co-organiser la vie de la maison. Et c'est accompagné par une équipe formée d'une coordinatrice et d'une animatrice. Voilà, et en fait, voilà, pour compléter cette équipe opérationnelle des maisons, il y a aussi les jeunes qui sont inclus dans cette équipe. Donc, les objectifs fondamentaux d'une maison de Blandine, c'est vraiment axé sur retrouver, garder un sentiment d'utilité. Voilà, c'est également ce lien à l'autre, rester, voilà, avoir des temps de partage, des temps de convivialité. Et comment on met cette vie et ce lien social en place? Ben, tout simplement en imaginant avec eux, donc ils sont vraiment à la source de la mise en place des activités. Donc on fait une co-construction d'un projet de vie sociale et partagée, on se réunit voilà, avec les habitants. Il y a toujours une très grande liberté de choix hein, chez nous, mais on les invite, on les incite, on les stimule à se retrouver pour partager des temps ensemble et pour imaginer les activités de la vie de la maison. Donc en fait, juste pour vous imager avec quelques exemples concrets, dans les premières maisons qu'on a construites, donc qui sont plutôt en milieu rural pour certaines, plutôt en milieu urbain pour d'autres. Voilà, il y a des activités qui sont différentes hein, en fonction de l'identité des habitants. À Blacé, on est plus autour des activités de jardin, de marche, d'activités extérieures, de jeux extérieurs. Voilà, à Limonest, on est plus autour d'activités autour de la musique. Il y a pas mal d'habitants qui donnent des conférences aussi, donc c'est plus intellectuel. Voilà, après, il y a également des activités d'art autour de la sculpture, de la peinture. Voilà, mais c'est toujours
imaginé par les habitants et ça, c'est vraiment notre différence, hein, et on forme nos équipes à accompagner dans ce sens-là pour que les habitants soient vraiment des acteurs de leur vie. Tout à l'heure, tu as parlé de bigénération, donc là, c'est seniors et les jeunes. Oui. Pourquoi avoir choisi ce concept-là et que font les jeunes en fait? Concrètement, est-ce qu'ils ont un rôle dans la résidence? Ouais. Alors, effectivement, ils ont un rôle dans la résidence. Au départ, on avait imaginé mixer les générations. C'était surtout pour la relation à l'autre, hein, pour des temps de partage, des temps de transmission, d'expérience de vie. Voilà, on sait que, enfin, en tous les cas, nous, on est certains que les personnes âgées peuvent vraiment nous apporter tout leur savoir-faire, leur savoir-être. Voilà, c'est eux qui ont construit notre pays, c'est eux qui ont construit notre histoire. Voilà, donc on trouvait que c'était intéressant. Et puis les jeunes, ils ont aussi voilà, des connaissances qui sont différentes et que moins accessibles aux personnes âgées. Et vraiment, c'est voilà, cette transmission entre les générations qui nous semblait intéressante. Donc ça, c'est la première chose. Et en fait, voilà, en réfléchissant bien, on s'est dit que les jeunes pouvaient aussi avoir un rôle dans la maison. Et en fait, donc c'est le cadre sécuritaire de la maison, puisque aujourd'hui, ils font des astreintes entre 19h et 7h du matin et ils mettent en place également des activités le week-end. Donc, il y a vraiment des temps d'échange aussi le week-end. En fait, le profil de ces jeunes peut être très varié, c'est-à-dire que on peut avoir des étudiants, mais on peut avoir aussi des jeunes professionnels et dans nos jeunes, on a des jeunes qui ont entre 40, 45 ans, 50 ans, voilà, et qui cherchent tout simplement du lien social. En fait, voilà, la solitude, enfin, voilà, j'ai pas parlé du premier objectif qui est bien évidemment de rompre la solitude, mais chez les jeunes aussi, il y a une véritable solitude qu'on retrouve. Et notre objectif est aussi de pouvoir voilà, créer du lien, retrouver du lien dans nos maisons. Donc, au niveau des activités, c'est les habitants qui décident, en fait, qui Ouais. décident de l'orientation, de l'image, entre guillemets, d'activité des besoins de Blandine. Tout à fait. Alors en fait, on a un objectif de prévention en santé hein, qui est très fort aussi parce que c'est vraiment, ça fait partie des objectifs fondamentaux. Donc prévention physique, cognitive, nutritionnelle et le lien social et affectif qui sont vraiment les piliers fondamentaux d'un mieux vieillir. Et en fait, donc voilà. Donc nous, de façon systématique, dans nos maisons, on propose des activités mémoire, des activités physiques adaptées, de la gym adaptée. Voilà, et puis on a des repas partagés, des temps de repas partagés. Ça, c'est vraiment des beaux moments de convivialité et les habitants sont friands de ce genre d'activité. Voilà, et puis ce lien social. Donc voilà un petit peu comment on met en place aussi des activités un peu de façon systématique dans nos habitats. Et puis après, vraiment, on a ces temps de partage, de co-construction du projet de vie sociale et partagée, où ils vont mettre, où les habitants vont être amenés à mettre en place les valeurs qu'ils veulent voir régner dans la maison, la charte de vie, les besoins fondamentaux des uns et des autres, voilà, et les activités. Donc, en fait, voilà, il y en a qui sont demandeurs de mettre en place de la sophrologie, du qigong, de temps de cinéma, de sorties extérieures, de sorties culturelles. Voilà. Et tout ça, en fait, la coordinatrice et l'animatrice, leur rôle, c'est vraiment de pouvoir accompagner, faciliter la mise en place de ces activités. Donc, on a des prestataires extérieurs aussi qui interviennent. Hein. Voilà, on est implanté dans toujours en centre-bourg ou en centre-ville. Et en fait, on a aussi des liens avec la commune, hein, avec l'écosystème qui gravite autour de la maison pour aussi favoriser voilà, les sorties de nos habitants vers l'extérieur pour qu'ils restent des citoyens à part entière et aussi pour qu'il y ait de la vie qui rentre dans notre maison. On travaille avec les centres aérés, avec les écoles de la commune, avec les artistes de la commune, la vie associative. Voilà, donc toutes ces activités sont mises en place dans les maisons et c'est vraiment à la demande des habitants qu'on met en place tout ça.
Une fois que les résidents ont défini les valeurs de la résidence, si un habitant qui part, il va y avoir des candidats, j'imagine, qui vont venir. Comment faire en sorte que la personne qui postule, entre guillemets, je ne sais pas le bon terme, est cohérente avec les valeurs, en fait? Ça se passe comment? Les Alors, résidents existants leur mot à dire ou non, alors les habitants nous orientent un petit peu, hein, voilà, mais par contre, non, mais il y a des entretiens qui sont poussés et en fait, le recrutement de nos habitants, il est vraiment fait sur ce désir du vivre ensemble. Voilà, parce que c'est fondamental voilà, pour qu'il y ait une vie harmonieuse qui puisse régner dans cette maison. Le vivre ensemble, le désir de vivre ensemble nous semble important. Donc voilà. Donc en fait, c'est vraiment le seul critère de recrutement de nos habitants. Après, les profils des habitants qu'on recrute peuvent présenter des fragilités hein, qui peuvent être cognitives, qui peuvent être physiques également, qui peuvent être voilà, des maladies neurologiques dégénératives, voilà. Et en fait, à partir du moment où ils ont ce désir de vivre ensemble, ou les enfants aussi, parce que on inclut vraiment, on est dans un objectif fondamental d'accompagnement des aidants. Et du coup, voilà, c'est aussi important pour nous que les enfants de nos habitants soient aussi dans cette dynamique de créer du lien, de vivre ensemble. Voilà. Notre maison, c'est vraiment une maison de famille. Hein, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est vraiment rapporté par les habitants. Voilà, cette relation entre chacun qui fait un état d'esprit de maison de famille. quand on a préparé, on discutait sur les personnes qui étaient plus ou moins on va dire, aisées dans la communauté. Par exemple, moi qui suis très Ouais. attaché à la liberté, je me posais la question, est-ce que c'était fait pour moi? Et tu m'as dit que même des personnes qui n'avaient jamais vécu en communauté, quand ils découvraient la maison de Blandine et qu'ils y vivaient, en fait, au bout d'un moment, bah, ils se prenaient au jeu et ils découvraient quelque part, de manière favorable, ce mode de vie, en fait. Ouais. Ouais. En fait, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont voilà, éloignées des autres, soit par l'implantation de leur maison, hein, soit parce que euh, dans leur vie professionnelle, ils n'ont pas forcément été en relation à l'autre. Ça, on trouve ça beaucoup dans le milieu rural notamment. Et en fait, c'est assez touchant la manière dont, effectivement, apprivoiser les autres, créer de la relation, ça va mettre un petit peu plus de temps. Et en fait, à partir du moment où on leur, voilà, mais enfin, on leur dit qu'on a vraiment besoin d'eux, qu'on a besoin d'eux pour aussi créer de la vie dynamique dans cette maison. En fait, les habitants se prennent au jeu et en fait, la relation à l'autre, on voit que c'est tellement enrichissant que enfin, ça nous nourrit. Hein. Et en fait, vraiment, c'est assez facile finalement de créer de la relation. Alors, dans nos maisons, je disais qu'il y a 25 appartements à peu près. Hein. En fait, on n'a pas des relations avec tout le monde, mais on arrive à identifier des profils vers lesquels on est plus attiré, vers lesquels on va créer plus de liens. Voilà. Et donc, en fait, c'est comme ça que les habitants se sentent bien. Et vraiment, moi, je trouve ça hyper touchant, hyper émouvant, la manière dont, à 80, 85, 90 ans, même avec des fragilités, les personnes arrivent à rentrer en lien et, en fait, retrouvent de la vie à travers ce lien. Est-ce que tu peux nous dire combien il y a de maisons Blandine à l'heure actuelle et parler de ton développement qui est important? Ouais, alors aujourd'hui, on a 5 maisons qui sont ouvertes. Hein. Voilà, donc la société a été créée en décembre 2017. Aujourd'hui, on a 5 maisons ouvertes. On a 5 maisons en construction qui vont ouvrir en 2025. Enfin, il y en a en 2024 et 2025, voilà. Et ensuite, on a 25 projets qui sont bien avancés, c'est-à-dire avec des permis de construire déposés ou purgés, ou voilà. Donc, on se développe plutôt dans le quart sud-est aujourd'hui. Voilà, mais c'est vrai que voilà, on se développe et notre ambition est d'ouvrir 10 maisons par an d'ici 2026. Tu voulais parler du crédit d'impôt dans les parties communes. Ouais, Ça, ouais, c'est un ça, truc que je ne connaissais pas, que j'ai découvert aussi. ouais.
C'est un vaste sujet. En effet, on n'a pas d'aide aujourd'hui de l'État. Voilà, alors je dis ça et en même temps, dans nos maisons, on a quand même deux aides qui s'appellent les aides à la vie partagée pour nos habitants, hein. C'est vraiment voilà, les départements, la CNSA qui ont mis ça en place pour développer justement les habitats, pour aider au développement des habitats inclusifs. Voilà, donc, mais ce sont des appels à projets, on répond à ces appels à projets. Aujourd'hui, on a été sélectionné que sur le département du Rhône, donc avec Blacy-Limonest. Voilà, dans les autres maisons, nous n'avons pas ces aides. Voilà, et en fait, c'est vrai que c'est assez frustrant de fermer la porte à des personnes qui n'ont pas les revenus suffisants pour venir dans nos maisons. Donc ça, c'est vraiment, voilà, ça, voilà, c'est vraiment un frein pour nous. Et en fait, ce que je souhaiterais, c'est qu'effectivement, il y ait une aide pour nos habitants. Aujourd'hui, un habitant qui vit dans son domicile peut bénéficier d'un crédit d'impôt lorsqu'il a une auxiliaire de vie, lorsqu'il a une aide ménagère, lorsqu'il a, voilà, il bénéficie d'un crédit d'impôt de 50% parce qu'il est dans son domicile. Nous, c'est un domicile partagé. Donc, dans nos espaces de vie partagés, nos habitants ne bénéficient pas de crédit d'impôt. Ils ne peuvent pas bénéficier. Donc, la coordinatrice et l'animatrice qui sont là et qui aident nos habitants à cette vie partagée, en fait, nos habitants ne peuvent pas bénéficier de ce crédit d'impôt parce que les espaces de vie partagés ne sont pas reconnus comme étant leur domicile. Donc, pour un exemple très concret, les habitants, s'ils prennent une aide ménagère, une auxiliaire de vie qui va venir les aider à préparer leur repas dans leur appartement, ils vont pouvoir bénéficier d'un crédit d'impôt. Quand notre coordinatrice ou notre animatrice va animer le repas partagé, donc cuisiner avec les habitants et préparer le repas pour les 18-20 habitants qui seront présents, en fait, nos habitants ne peuvent pas bénéficier du crédit d'impôt. Donc là, il y a une vraie inégalité, injustice, voilà, et du coup, on se bat pour pouvoir avoir cette reconnaissance de voilà, d'un crédit d'impôt dans ces espaces de vie partagés qui, pour nous, sont vraiment le prolongement du domicile de nos habitants. Donc, c'est vraiment leur domicile, hein, et c'est ce qu'on leur dit, c'est ce qui est écrit dans leur contrat. Voilà. Donc, on aimerait se faire reconnaître sur ce sujet. Si j'ai bien compris, les petites colocations bénéficient du crédit d'impôt même dans l'espace partagé. Oui, tout à fait. C'est Ce ça. sont... Alors que ouais. dès que c'est plus, Alors, en fait, dès que c'est une taille plus importante avec des espaces partagés, c'est plus le cas. ouais, c'est plus le cas parce que nos habitants ont un appartement, c'est pas une chambre. Oui, Voilà. d'accord. C'est ça. Ouais. Un point que tu voulais rajouter, si vous voulez nous poser des questions, n'hésitez pas. Benoît, il y aura une question, j'imagine. Est-ce que tu veux rajouter un point, Blandine? Euh, non, j'avais deux questions à poser. La toute première, par rapport à vos concurrents antérieurs, les résidences-services seniors. J'ai bien noté que vous ne les appeliez pas résidences-services seniors. Ils avaient des modèles économiques qui étaient tout de même très liés à la promotion immobilière, hein, c'est là où ils gagnaient de l'argent, et à une taille suffisante, plus de 100 appartements, de manière à pouvoir tenir compte des frais d'exploitation. Comment est-ce que vous arrivez, je pense que c'est la bonne formule, hein, c'est pas une critique, mais comment est-ce que vous arrivez justement à faire tenir cela? Comment est-ce que vous passez de 100 à 25 appartements, tout simplement? Ouais. Et la deuxième chose, parce que vous avez parlé, j'étais très agréablement intéressé, vous avez dit que vous aviez 25 projets en développement. Quelle est votre force aujourd'hui, notamment par rapport aux communes, là où vous venez vous implanter, pour, entre guillemets, faire passer votre dossier devant certains de vos concurrents? Oui. Alors, la première question par rapport à la promotion immobilière, nous ne sommes pas propriétaires de nos maisons, en fait. Donc, nous, on est simplement gestionnaires, exploitants des maisons. Donc, ça, c'est, voilà. Donc, on a un modèle effectivement très différent de celui des RSS.
Et c'est comme ça qu'on arrive effectivement à maintenir ces habitats avec 25 appartements pour nos personnes âgées et des grands espaces de vie partagés. Parce que quand je parle des espaces de vie partagés, ça pèse dans la balance aussi quand même financière, hein, entre 150 et 200 mètres carrés pour 25 appartements. Voilà, donc ça c'est voilà un petit peu notre modèle. Et aujourd'hui, par rapport au développement, effectivement, les communes, l'appétence des communes, alors c'est sûr que ce sont plus des communes de ruralité hein, qui effectivement souhaitent nous voir arriver sur leur terrain. Euh, c'est une problématique parce que aujourd'hui, les investisseurs institutionnels ont des référentiels d'implantation qui ne sont pas forcément les nôtres et on a du mal à vendre à nos investisseurs des terrains, enfin des projets en ruralité. Donc ça, moi je trouve ça vraiment dommage parce qu'on a une force, on a une réelle force hein, dans des petits villages, des petits bourgs, voilà, de s'implanter justement pour être accessible aux personnes de la ruralité pour qu'ils puissent rester sur leur commune. Et en fait, voilà, depuis l'inflation, au départ, hein, on s'est implanté dans des petites communes avec 1600, 2500 habitants, voilà, et ce n'était pas un problème. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus un problème auprès des investisseurs. Voilà. Donc, on cherche d'autres investisseurs qui, peut-être moins institutionnels, qui pourraient aller sur ces communes plus petites. Aujourd'hui, on a fait nos preuves, on fait nos preuves, hein, puisque nos maisons ouvertes, voilà, depuis enfin, de Blacé, Limonest, Sassenage qui est ouvert depuis 6 mois, se remplit, enfin voilà, on remplit nos maisons, hein, et, voilà, il y a une vraie vie, on remplace les habitants, voilà, parce que malheureusement, il y a aussi des habitants qui cèdent. Donc, on fait nos preuves, mais malgré ça, les investisseurs institutionnels ont plus de mal à venir aujourd'hui sur des petites communes. Il y a une question dans le chat. Y a-t-il les engagements de durée de séjour dans la maison de Blandine? Par rapport à qui? Par rapport Aux aux habitants, habitants. enfin les Ouais, habitants, est-ce qu'ils s'engagent à ouais. rester Alors, nos habitants s'engagent. Alors, en fait, nous, on leur propose 2 mois de période d'essai parce que, voilà, c'est quand même enfin, une vie un peu particulière. Hein, tu le disais sur la liberté et tout ça, donc c'est toujours des interrogations. Puis, c'est un vrai deuil hein, pour les personnes âgées de faire ce pas, de rentrer dans une maison comme ça aussi. Donc, voilà, c'est méconnu comme système. Donc, nous, on propose 2 mois de période d'essai. Après, on a des contrats de bail de 3 ans, renouvelables, bien évidemment. Merci beaucoup, Blandine. Merci, merci. Merci à vous. Nous allons parler du label HS2 maintenant avec Ariane Binet-Prévost, qui est la responsable du développement du label HS2 chez APA Certification. Bonjour, bonjour Ariane. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Peut-être représenter le label HS2 pour ceux qui ne connaissent pas. Puis après, on va parler, dans la première partie, il y aura 2 parties, les amis, cette fois-ci. On va parler des politiques seniors, des bailleurs sociaux. Oui, alors HS2, ça veut dire Haute Sécurité Santé. Et donc, c'est un label qui est déployé depuis 7 ans maintenant et qui a pour objectif de permettre aux personnes âgées et fragilisées de vivre le plus longtemps possible à domicile ou dans un lieu choisi adapté. Donc, on s'adresse aux professionnels de l'habitat, aux professionnels des services, et on vient évaluer la pertinence d'une offre par rapport aux besoins des personnes. Les bailleurs sociaux, ça fait partie de ceux qui sont labellisés. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi? Et puis combien sont labellisés? Combien sont dans la démarche, peut-être? Alors oui, en effet. Alors historiquement, c'est vrai que nous avons lancé le label avec un certain nombre de bailleurs sociaux, plus ou moins spécialisés dans l'habitat des seniors. Aujourd'hui, je vais dire d'une manière globale, depuis le lancement du label, on a environ 200 projets qui se sont inscrits dans la démarche et on comptabilise plus de 10 000 logements. Il y en a, on va dire, environ 50%
réalisés par les bailleurs sociaux. Donc, on vient, dans ce cadre-là, labelliser un lieu de vie la plupart du temps, avec justement un environnement adéquat, une adaptation du lieu de vie, des services, tous les aspects sécurité, tout ça pour maintenir l'autonomie le plus longtemps possible. En fait, l'objectif, c'est ça, c'est de repousser la perte d'autonomie. Donc, il faut que le logement soit sécurisé, soit adapté, il faut qu'il y ait du lien social, il faut qu'il y ait des services individuels ou collectifs qui soient proposés. Et donc, on va évaluer effectivement tout ce qui est mis en œuvre par le bailleur social pour arriver à cela. Euh, on a constaté qu'il y avait différents niveaux de maturité parmi les bailleurs sociaux sur l'enjeu justement de leur public senior. Et donc, on a l'année dernière lancé un autre dispositif, en plus de la labellisation d'un lieu de vie, celle de labelliser la politique senior du bailleur social. Donc là, on est dans quelque chose de plus stratégique. On est davantage dans un engagement RSE qu'on va venir en effet ausculter un petit peu. Et on va s'attacher à évaluer d'autres aspects plus transverses. La gouvernance qui est mise en place pour gérer justement les enjeux du vieillissement. Comment seront traités les besoins des locataires? Quelle est l'offre résidentielle qui est proposée, euh, quels sont les services qui sont proposés ou les partenariats qui sont noués sur tout l'écosystème dans lequel le bailleur est présent. Et puis tous les aspects d'innovation aussi. Voilà, donc ce sont tous ces aspects-là, avec bien entendu aussi des audits des logements dans le diffus, de manière à s'assurer de la manière dont cette politique senior est mise en œuvre en réalité sur le terrain. Les bailleurs sociaux sont pratiquement tous ou tous concernés, ou presque tous concernés par un nombre de Tous, locataires. tous sans Tous, exception. voilà. Mais en psychologie, on dit jamais tous. Ouais. Le cerveau qui a braqué. En fait, on dit environ 30-35% des locataires ont plus de 60 ans. Mm, Euh, Toi, ce qui est intéressant de ton point de vue, c'est que toi, tu as une vision extérieure à ce secteur, tu regardes le mm. secteur, on appelle ça en dissocié en psychologie encore. Et où est-ce qu'en sont les bailleurs sociaux dans la politique senior, d'après toi, sans forcément Alors, il y en prétendre. a qui sont plus avancés que d'autres Ouais. dans la manière de l'appréhender. Je dirais que d'une manière générale, les bailleurs sociaux sont plutôt avant-gardistes sur des thématiques d'innovation, de création effectivement d'habitat, mais soutenus par des acteurs terrain comme Blandine. Donc, ils font pas tout seuls, évidemment. Donc, ils sont plutôt, je dirais, d'abord forcément tous concernés par le sujet. Après, avec des niveaux de maturité qui peuvent varier de l'un à l'autre, vous en avez qui sont certains plus spécialisés que d'autres ou qui ont créé vraiment une branche interne spécifique pour une offre d'habitat spécifique justement pour les seniors. Il y en a d'autres qui sont encore au stade où ils répondent au cas par cas aux besoins des locataires qui vont solliciter le changement d'une baignoire par une douche. Euh, c'est un petit peu ça l'enjeu, c'est d'arriver à leur faire prendre conscience que de systématiser un petit peu les choses, de prendre un peu de hauteur et de mettre en place une stratégie, ça va leur permettre de faire gagner du temps à leurs équipes, de faire gagner de l'argent, en tout cas d'éviter d'en dépenser de trop en répondant par des opérations, on va dire, un petit peu de rustine, et de mettre en place plutôt une logique d'adaptation, puisqu'à un moment donné, de toute façon, les enjeux démographiques étant ce qu'ils sont, c'est indispensable de se mettre dans une logique justement efficace et systématique. On ne peut pas dire on va répondre comme ça au cas par cas à tel ou tel besoin. Les besoins, ils se généralisent. Donc ça doit devenir une habitude, un réflexe. Ton label, en fait, il labellise bon, le lieu, mais aussi Hum. les services qui sont aussi réalisés par l'extérieur, par exemple la proximité d'une pharmacie, par exemple. Tout à fait. Alors, on parle d'un lieu de vie, en effet, et donc c'est très important d'évaluer aussi l'environnement dans lequel s'inscrit cet habitat.
c'est même fondamental. Voilà, à une époque, on mettait les personnes âgées loin du centre, hein. On se disait, ah bah, ils sont vieux, on va les mettre à la campagne. Voilà, c'est plus possible de raisonner comme ça aujourd'hui. L'environnement urbain, il est crucial. Crucial pourquoi? Parce qu'il y a besoin d'avoir justement une proximité de service. C'est pas parce qu'on vieillit qu'on n'a plus le droit d'aller chercher son pain, son journal, d'avoir euh, une réponse culturelle de proximité, d'avoir enfin, il est indispensable d'avoir du lien social, donc et d'avoir du soin. On est malheureusement en France dans des situations de déserts médicaux qui se sont généralisés partout, même dans les grandes villes aujourd'hui, mais encore plus en ruralité. Vous avez de nombreuses pharmacies qui ferment, vous avez de nombreuses pharmacies qui fusionnent. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, oui, effectivement, nous, dans le référentiel, on va imposer la présence d'une pharmacie ou de solutions de soins à proximité. Et si elles ne sont pas présentes, il va falloir trouver des alternatives pour pouvoir répondre aux besoins. Donc, ça peut être de la e-santé, de la télémédecine, ça peut être un pharmacien qui fait du portage de médicaments à domicile s'il n'est pas en toute proximité du lieu de vie. Mais c'est crucial, effectivement, d'avoir cette réponse médicale parce que bah, quand on vieillit, on a en effet un certain nombre de pathologies qui peuvent se développer et c'est capital de pouvoir répondre à ces besoins. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de politique pour les seniors qui t'a épaté, d'un bailleur, pas forcément dire le nom, enfin, comme tu veux, mais en tout cas expliquer les points qui te montrent qu'ils sont très avancés. Alors, je vais en citer deux qui n'ont rien à voir en termes de taille, qui font partie de nos clients aujourd'hui. Vous avez, par exemple, le premier bailleur social qui a obtenu 4 macarons pour une résidence senior. Il est au Pays Basque, il s'appelle Office 64, et ils ont mis en œuvre avec un énorme support de la collectivité sur la commune d'Anglette une résidence qui s'appelle Petit Désir et qui comprend un certain nombre de logements. En effet, alors c'est 100% dédié aux seniors. Vous avez ce qu'on appelle un restaurant d'application en rez-de-chaussée, qui est donc un lieu ouvert sur l'extérieur qui bénéficie aux habitants, mais qui bénéficie aussi au quartier, et qui est un lieu de formation pour les jeunes dans la restauration. Vous avez des jardins partagés sur les terrasses. Voilà, vous avez un espace de vie qui va permettre effectivement de créer du lien social avec tout un tas d'animations. Le CCAS est extrêmement impliqué. Voilà, donc ça, c'est vraiment le nec plus ultra en matière de réponse pour les seniors. Et ils ont donc obtenu effectivement 4 macarons, qui est le niveau maximal de labellisation. Ensuite, vous avez un autre acteur alors qui est Eneal, c'est la foncière médico-sociale du groupe Action Logement, qui s'appelait Logévie par le passé, qui est devenue une foncière médico-sociale, hein, c'était un bailleur social seulement avant, et qui a une vraie politique senior déjà depuis toujours. On a travaillé dès le début avec eux sur la labellisation HS2. On avait co-construit ensemble l'intergénérationnel thématique à leur demande et qui aujourd'hui est en train de mettre en place, en co-construction avec l'ensemble des filiales du groupe Action Logement, une politique senior vraiment pour voilà, mettre en place quelque chose de structuré pour que l'ensemble des filiales du groupe puissent répondre aux attentes, aux besoins des locataires. Super, merci. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, on te retrouve dans 10 Avec minutes. plaisir. Si vous pouvez voir la suite de l'intervention, vous cliquez sur la vidéo qui s'affiche. Bien sûr, je parle pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube. Merci, Ariane. Merci à tous. Quatrième invité, Nicolas. Est-ce que Nicolas est là? Oui, il est là. Donc là, Bonjour. nous allons parler avec Nicolas, nous allons parler de Life Plus et puis d'autres sujets. Peut-être te présenter si tu le souhaites, Nicolas Chiquet, qui est le fondateur. Et est-ce que tu peux aussi présenter Life Plus?
Oui, merci de m'accueillir. Donc, je suis Nicolas Chiquet, je suis le fondateur et le CEO de la société LifePlus. Donc, LifePlus, c'est une jeune entreprise innovante, pour ne pas dire une start-up, et on propose des solutions de prévention, d'assistance et de care management pour les seniors fragiles et dépendants. En gros, notre mission, c'est comment on accompagne les seniors à avoir un impact positif tout au long de leur vieillissement. On équipe aussi bien des jeunes seniors en bonne santé avec des solutions de prévention que des seniors en unité protégée avec une solution qui va s'adapter au fur et à mesure du vieillissement. Aujourd'hui, on a trois solutions. On a une solution qui s'appelle Donacare, qui est une solution de prévention et d'assistance. Donc sur la partie prévention, on a un coach digital sur une montre connectée qui permet de pousser les personnes à faire plus d'activités, à les faire sortir de chez elles, à prévenir la fragilité, mais sans les mettre en danger d'un point de vue médical. Et cette partie-là a été co-développée avec des médecins qui sont spécialisés dans l'analyse de la marche pour les seniors. On a une deuxième brique qui est une brique d'assistance. Où on va notamment détecter automatiquement les chutes. On détecte les errances aussi de façon personnalisée pour que chaque senior puisse déambuler librement si son état de santé le permet et ainsi limiter la contention. On accompagne aussi du coup les professionnels. Ça permet de réduire le temps d'intervention grâce à une localisation précise en intérieur comme en extérieur. On a une notion de traçabilité grâce à une solution super simple à utiliser. Et concrètement, Donacare, c'est une montre connectée, design, très discrète, simple à utiliser, qui a été co-conçue avec un panel de 30 seniors pendant 2 ans. Elle est made in France aussi. On a plusieurs couleurs, plusieurs modèles de bracelets. Et l'idée, c'est qu'on a voulu un produit sympa que les seniors adoptent sans que ça soit stigmatisant et qu'ils puissent être fiers de porter une jolie montre qui donne l'heure, qui leur permet de faire d'autres choses. Grâce à ça, aujourd'hui, on a des taux d'usage super élevés. On a plus de 90% des seniors qui sont équipés qui utilisent la solution tous les jours sans qu'on leur demande. On a une deuxième solution qui s'appelle Génération Care. Donc ça, c'est une solution de prévention de la fragilité. En gros, c'est une tablette avec des objets médicaux, des dispositifs médicaux, pardon. L'idée, c'est qu'on mesure le niveau de fragilité grâce aux dispositifs médicaux et des questionnaires qu'on a développés avec des médecins, donc avec notamment la Société française de médecine générale. Et ensuite, en fonction du niveau de fragilité, on fait un coaching personnalisé sur la mémoire, la nutrition et l'activité. Donc là, on pousse encore plus loin la prévention de la fragilisation. Et on a une troisième solution qui s'appelle Ange Gardien. C'est une solution de care management digital qui peut être vendue en marque propre ou en marque blanche. Et concrètement, c'est une tablette avec un agrégateur de services, donc services à domicile, mais aussi de loisirs et de services numériques, comme le lien familial, les photos, vidéos, les échanges avec la famille, mais aussi la partie santé, avec notamment la téléconsultation. Et donc, cette solution-là, elle est commercialisée auprès de partenaires qui, eux, vont l'intégrer dans leurs offres. Aujourd'hui, on équipe plus de 5000 seniors dans des établissements, donc que ce soit des résidences de services, des habitats partagés, des résidences autonomie ou des EHPAD. Notre solution, elle s'adapte à chaque typologie d'établissement, hein. On n'a pas les mêmes besoins en habitat partagé qu'en EHPAD. Et aujourd'hui, nous, on se voit comme une société qui fournit un ensemble de briques technologiques pour des partenaires de services. On se voit aussi comme complémentaire d'autres solutions avec lesquelles on peut s'intégrer, comme des solutions non portées, par exemple. On commercialise aujourd'hui en B2B via des distributeurs aussi, en France et à l'étranger. Euh, et on est aujourd'hui en train de regarder le marché du domicile. C'est un peu perçu comme le Graal par la majorité des jeunes entreprises, mais c'est beaucoup plus difficile à adresser. Pour moi, ce marché-là, il se décompose en trois parties. Les jeunes seniors, donc 65, 75 ans, qui sont plutôt en bonne santé en général, qui se voient pas comme des seniors. Donc c'est un marché très difficile à adresser. Les 75-85, c'est les seniors fragiles. C'est le marché qui nous intéresse. C'est un marché sur lequel on peut vraiment travailler sur la prévention. Et donc, c'est celui-là qu'on souhaite adresser. Et puis les 85+, c'est la dépendance. Aujourd'hui, il y a pas mal d'offres sur ce sujet-là, avec notamment la téléassistance. Et aujourd'hui, on réfléchit à la construction d'une offre
pour les seniors de 75 à 85 ans, orienté prévention, et on cherche des partenaires pour sa commercialisation, des partenaires qui ont des offres complémentaires. Et donc, mon message, c'est que je serais très content de rencontrer des partenaires potentiels, d'échanger avec eux, et si le fit passe, de pouvoir co-construire des offres. Quand, Voilà mon il y a message. il y a quelque temps, tu as accueilli un nouvel ou de nouveaux actionnaires, notamment la Banque des Territoires. Est-ce que tu peux expliquer, Oui, parce que c'est important quand même, oui, oui. ça assoit la crédibilité et le développement. Alors aujourd'hui, on est donc une jeune entreprise innovante, une start-up. On est une boîte de tech à la base. On a beaucoup de technologies. On a développé le monde connecté. On a développé des algorithmes d'intelligence artificielle. Tout ça, ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup d'argent avant d'avoir un produit qui est commercialisable. On peut pas aujourd'hui proposer notre solution en bêta test sur la chute pour des seniors. Il faut que ça marche du premier coup. Et donc pour faire ça, ben, on a dû se financer, notamment avec des levées de fonds. Donc on a levé des fonds 3 fois aujourd'hui dans la vie de la société. Et la dernière levée de fonds, c'est du coup avec notamment la Banque des Territoires. Donc c'est un signe très très positif pour nous parce que la Banque des Territoires est très très engagée dans l'accompagnement des seniors, dans le financement des solutions à impact. Donc on est très content de les avoir à nos côtés. Et puis c'est aussi des gens expérimentés qui peuvent nous accompagner, pas seulement financièrement, mais aussi sur la croissance de la société, au niveau commercial, au niveau de la solution, au niveau de la mesure d'impact, par exemple. Ceux qui me connaissent savent que j'aime bien la facilité. Quand je t'ai vu apparaître là pour la première fois, enfin quand je t'ai aperçu pour la première fois, je me suis dit, mais c'est dingue. Comment c'est possible d'avoir en tout cas, d'oser créer une montre, enfin à l'époque c'était la montre, dans un univers où je voyais des gros comme Samsung en fait. Comment c'est possible quand on ose, on se dit, tiens, je vais créer ça alors qu'il y a des mastodontes peut-être. Ils font pas la même chose, mais en tout cas, dans le monde imaginaire, c'était quand même difficile. Comment c'est possible ça? Ouais, bah, on nous a un peu pris pour des fous au départ. À la fois les copains qui me disaient bah, t'as Samsung, Apple à côté, t'es un grand Oui. malade. Et aussi des directeurs d'EHPAD qui nous disaient mais de toute façon votre truc ça marchera jamais, les seniors ils porteront pas votre truc ils jetteront votre monde dans les toilettes. Et alors? On est persévérant. Et moi, ma vision des choses, c'est que effectivement, les grosses boîtes comme Samsung, ils ont des super beaux produits, mais qui sont pas adaptés pour les seniors qui sont fragiles et dépendants. Donc nous, on a conçu un produit qui est super simple à utiliser, qui donne l'heure, qui donne la date. On peut adapter l'utilisation du bouton SOS en fonction du niveau de fragilité. On peut personnaliser toute la solution. C'est des boutons physiques, c'est pas du tactile, parce que le tactile, ça marche plus bien à partir de 75 ans à cause de la dévascularisation des doigts. C'est une solution qu'on a vraiment beaucoup travaillé pour les établissements, pour que ça soit très simple pour le personnel des établissements, que ça soit totalement adapté à leur métier. Donc aujourd'hui, on n'est pas des fabricants de montres. Demain matin, s'il y a un produit Samsung ou Apple qui correspond à notre cahier des charges, on l'intégrera. Nous, notre métier, c'est les algorithmes data qu'on développe par-dessus, avec des algorithmes sur la prévention et sur l'assistance. Et notre vrai métier, il est là, c'est toute la plateforme qui est au-dessus. Sur la partie coaching, par exemple, là, ça fait 1 heure qu'on est assis, le système nous aurait dit, bougez-vous, il faut se lever, c'est important. Comment ça marche, en fait? Là, je blague un peu, mais comment ça fonctionne? Oui, ouais, bien sûr. Le matin, quand les seniors vont se réveiller, ou alors à un horaire précis, en fonction de leurs habitudes de vie, que la solution va détecter, on va leur proposer un temps d'activité à faire, donc un temps de marche active, et la marche qui a un impact positif sur la santé. Et la solution, pendant la journée, elle va suivre cet objectif, et le senior va pouvoir consulter où il en est de son objectif, et la solution va prévenir aussi quand l'objectif est atteint. Donc ça, c'est la première chose, c'est un coach qui est sur la montre. Et on a aussi un compagnon digital qui est envoyé 1 fois par mois par email en PDF avec un truc super simple à utiliser. Ça peut être aussi imprimé par les directeurs d'établissement si le senior donne son consentement. Et ça, c'est un aspect motivationnel supplémentaire. Alors, pour être honnête, quand on a mis en production cette solution pour la première fois avec des seniors, on s'est dit, on s'est demandé comment ça allait être perçu, quoi. Si les papis-mamies qu'on allait équiper, ils n'allaient pas nous prendre pour des jeunes qui essayaient de leur faire faire des choses qu'ils n'avaient pas envie de faire. Et puis Le des flics, résultat, et puis j'allais aujourd'hui, dire on des a flics aussi, plus, hein.
on a plus de 60% de seniors qui font plus d'activités grâce à la solution. Et ils sont super contents aujourd'hui, ça les motive. Aujourd'hui, quand on discute avec eux, parce qu'on a fait beaucoup de focus group, euh, euh, la, 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 la santé et l'autonomie, c'est un sujet majeur pour eux, parce qu'ils ont très très peur de la dépendance et de l'entrée en institution, notamment en EHPAD. Et donc, la prévention, c'est quelque chose qu'ils prennent à cœur. Est-ce qu'il y a des questions pour Nicolas? Bon, Benoît a une question quand même, non? Oui, voilà. Justement, effectivement, merci Nicolas. Et bonjour Nicolas. Merci Frédéric, pardon, et bonjour Nicolas. Oui, Bonjour. moi, je vais juste revenir sur la prévention, parce que tu en parles, mais est-ce qu'il y a un changement lié à l'âge? C'est-à-dire qu'il y a davantage de personnes parce que un des freins en France qui est souvent évoqué, c'est qu'on n'est pas très adepte de la prévention. Est-ce que arrivé à un certain âge, tout d'un coup, on réalise effectivement que ben, il faut avoir un changement d'attitude, il faut davantage être axé sur la prévention et première question. Et deuxième question, est-ce que l'effet d'exemple des aînés, aujourd'hui on dit que beaucoup de jeunes retraités ont à charge leurs parents âgés, donc ils perçoivent évidemment le vieillissement auquel ils pourront être confrontés et la situation dans laquelle vivent leurs parents âgés. Est-ce que ça participe à un accroissement de la prise de conscience de la prévention? Oui, alors je note comme ça. Donc si je comprends bien, la première question, c'est est-ce qu'il y a un âge de prise de conscience pour les seniors? Nous, notre retour, c'est qu'entre 65 et 75, alors c'est notre expérience, hein, qui est pas forcément généralisable. Entre 65 et 75, les seniors, ils sont pas des seniors, et donc ils veulent pas trop entendre parler de solutions pour la prévention. Ça veut pas dire qu'ils le font pas eux-mêmes avec des produits du marché ou en continuant le sport. On voit beaucoup de seniors qui sont en retraite super actifs, qui ont des agendas de ministres. À partir de 75 ans, ça commence à devenir un sujet, que les personnes commencent à devenir fragiles, et donc les événements de santé qui peuvent être multiples, bah, ça les amène à prendre conscience que l'autonomie, c'est un élément crucial bah, pour continuer à pouvoir s'occuper de leurs petits-enfants, de leur famille, et profiter de la vie au sens large. Le fait de s'occuper de leurs parents, tu as raison. Je pense que c'est un marqueur important, puisqu'ils se rendent compte. Moi, je vois ma mère avec feu ma grand-mère. Bah, elle s'est rendu compte que c'était la fin de vie, c'était un moment très difficile, que autant pour elle que pour sa maman, que pour sa famille. Et donc, je pense que ça lui a fait prendre conscience que bah, les années à venir, c'est important de faire de l'activité, de bien se nourrir, et puis de profiter de la vie, parce que le côté cognitif, le côté plaisir est super important aussi. Donc, tu as raison, je pense que le fait de s'occuper de ses parents, c'est un accélérateur sur ce sujet. C'est important ce que Nicolas vient de dire, parce qu'en fait, quand on regarde ceux qui participent, par exemple, à des ateliers de prévention chez les jeunes seniors, 90% ont été aidants. En fait, c'est exactement ce qu'il a dit, Nicolas. C'est qu'en fait, il y avait un profil, on va dire, naturellement orienté sur la prévention, mais il y a eu une prise de conscience due au décès du parent et ils veulent pas ça. Et ça crée un déclencheur. On voit que 90% des actions de prévention enfin, si facilement ces gens-là, en fait. Très important. Il y a Euh, aussi un autre élément que je peux rajouter, c'est qu'aujourd'hui, on voit les grosses entreprises comme Apple, Google, Samsung, par exemple, comme des concurrents. Moi, je les vois comme des accélérateurs aussi sur ce marché-là, qu'ils ont prouvé que les dispositifs tels que les montres connectées, ça marchait, que ça d'accord. sauvait des vies, que ça permettait de faire de la prévention. Et pour moi, ben, c'est ces gens-là qui ont éduqué le marché avec des très très gros moyens et qui ont permis l'adoption par les seniors de solutions qui sont adaptées pour eux comme la nôtre. Aujourd'hui, de temps en temps, on nous dit, ah, ben, c'est un peu comme la Samsung de ma fille ou la Apple de mon fils. Et donc, ça a normalisé, entre guillemets, cette technologie. Il y a encore quelques années, c'était un peu perçu encore comme un gadget, comme le truc de James Bond, mais vraiment, c'était pas encore adopté. Merci, merci Nicolas. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.
Nous allons parler maintenant de la certification des compétences avec le label HS2, avec Ariane Binier-Prévost, qui est la responsable du développement du label HS2. Bonjour Ariane. Frédéric, bonjour à tous. Peut-être te présenter et présenter le label HS2, et après on va parler de la certification des compétences. Oui, volontiers. Alors, donc APAF Certification est filiale du groupe APAF, donc qui est société française de plus de 150 ans qui est spécialisée dans la gestion de la maîtrise des risques. Et donc APAF Certification porte donc le label HS2 qui veut dire Haute Sécurité Santé et qui a pour objet de permettre aux personnes âgées et fragilisées de vivre le plus longtemps possible à domicile ou dans un lieu choisi adapté. Si vous voulez en savoir plus sur le label HS2, on a fait un débat récemment avec des clients, enfin des personnes, enfin des acteurs labellisés du label HS2. Et en fait, ils expliquent l'intérêt, pourquoi, etc. Donc, vous retrouvez ça sur ma chaîne YouTube. Vous trouvez le lien dans la vidéo suivante. On parle de certification des compétences. Le label HSE, moi, je connaissais, certification des lieux, plus de l'environnement des lieux pour le bien vieillir. Là, c'est la certification des compétences. En effet, il y a plusieurs dispositifs. Donc, des dispositifs qui s'adressent aux professionnels de l'habitat. Et puis, un dispositif qui s'adresse également aux prestataires de services dans le cadre d'une labellisation classique de ces prestations, à partir du moment où l'objectif rejoint effectivement le maintien à domicile. Ce qu'on a décidé de lancer, c'est d'une manière pour aller un petit peu plus loin. C'est-à-dire que ces prestataires de services, lorsqu'ils ont, pour certains d'entre eux, un certain nombre de collaborateurs ou de sous-traitants, et ces collaborateurs, ces sous-traitants sont susceptibles d'intervenir en ce qu'on appelle en site occupé, quand il s'agit d'habitat ou d'avoir une relation directe avec la personne âgée. Alors, outre le fait que dans le dispositif prestataire de service, on a rajouté cette année des critères liés à l'éthique commerciale, parce que ça nous paraissait important dans le cadre, effectivement, de ma prime Adapt, qui a été lancée en janvier dernier, et qu'il est important de pouvoir se prémunir de comportements, on va dire, opportunistes, et de mettre en valeur ceux qui font les choses bien et qui s'attachent justement à respecter une éthique commerciale dans le cadre de leur activité. On s'est dit que par ailleurs, il était important aussi pour rassurer l'écosystème, rassurer ses propres clients, de pouvoir certifier les compétences des collaborateurs. Euh, alors, la certification de compétences HS2, c'est pas pour venir certifier les compétences métiers déjà acquises. C'est pas ça l'idée. C'est la compétence de la gestion de la relation avec le senior. Euh, comment dire, dans une optique de savoir-faire et de savoir-être. On n'interagit pas avec un senior comme on interagit avec un trentenaire ou avec un enfant. Les besoins, les attentes ne sont pas les mêmes. Tous les seniors ne sont pas non plus des bisounours. Donc, il faut savoir aussi gérer cette relation, répondre aux inquiétudes aussi d'un senior. On peut le constater dans différents types de métiers. Euh, L'intervention au domicile, par exemple, pour changer une salle de bain, c'est quelque chose de très anxiogène pour un senior. Parce que vous avez une présence effectivement étrangère qui va durer un certain temps, qui va générer du bruit, qui va générer des changements dans les habitudes. Ça ne veut pas dire que ça dure forcément très très longtemps dans le temps, mais c'est perturbant et c'est anxiogène. La relation, par exemple, avec un assureur, avec un banquier, pour une personne qui, du jour au lendemain, se retrouve la plupart du temps veuve, euh, je mets ça au féminin parce que la majorité, effectivement, des seniors plus âgés sont des femmes, mais on s'est retrouvé effectivement confronté à des responsables, voilà, dans le cadre d'assurance ou de banque, qui n'étaient pas du tout armés pour répondre aux attentes d'une personne qui vient de perdre son conjoint, qui doit prendre un certain nombre de dispositions, qui se retrouve forcément dans une situation de fragilité psychologique et affective, et voilà, qui va devoir
à laquelle il va falloir répondre avec éventuellement un produit adapté, bien sûr, mais surtout une manière d'être qui va être aussi bien spécifique. Un senior, il peut être nécessaire aussi de parler plus fort et de ne pas s'énerver quand la personne fait répéter plusieurs fois la même chose parce que bah, peut-être qu'elle développe des troubles de perte de mémoire. Enfin voilà, il y a tout un savoir-être, tout un savoir-faire qu'il est important de mettre en œuvre. Alors, c'est pas nous qui le mettons en œuvre chez APAV, hein, parce qu'il y a un organisme de formation qui intervient voilà, pour dispenser une formation. Et nous allons venir certifier effectivement avec un référentiel d'examen que cette formation a bien été absorbée, hein, voilà, comprise et que la personne sera en mesure de la mettre en application au quotidien dans le cadre de son métier. C'est ça la certification de compétences HSD. Avec ton recul, une fois qu'on est certifié sur les compétences, Mm. il y a un résultat sur le chiffre d'affaires. Enfin, c'est quoi? C'est communication, il y a une hausse du chiffre d'affaires. On arrive à mesurer. J'imagine qu'il n'y a Alors, pas d'arriver à mesurer le bénéfice. le- la première mesure, c'est plutôt le retour sur investissement en formation. Parce que ça veut dire que la personne, effectivement, a suivi une formation, l'a bien intégrée et va être en mesure, effectivement, de la mettre en application. Donc, c'est le premier ROI, c'est ça, c'est sur la formation. Après, ça va être un moyen de différenciation par rapport à ses concurrents, parce que tout le monde ne fait pas l'effort en tant que chef d'entreprise de former ses collaborateurs et de les faire certifier ensuite, parce que c'est un atout aussi en termes d'employabilité pour le collaborateur. Je veux dire que c'est une ligne supplémentaire sur son CV à titre personnel. Et ça a été un effort au départ de l'employeur que de lui permettre de suivre effectivement une formation ad hoc. Donc ça va être un moyen de fidéliser aussi des collaborateurs dans le cadre d'une évolution de carrière. C'est ça qui est important. On n'est pas dans bien sûr, c'est un élément de réassurance qu'on peut afficher vis-à-vis des clients, et ça, c'est très important pour n'importe quelle entreprise, mais ça va être aussi quelque chose de très bénéfique pour le salarié dans le cadre de sa carrière. Voilà. Donc, on est dans cette idée aussi d'amélioration continue, toujours. Hein. Et puis, ça permet aussi, dans certains secteurs d'activité, de pallier des absences de diplôme parfois et de mettre en avant peut-être toute l'expérience aussi qui va se conjuguer à cette formation et qui pourra être attestée ensuite par un organisme certificateur. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, merci beaucoup, Ariane. Merci, merci. Merci. Parti pris, Benoît Gobelot. Donc, je vais découvrir Benoît. Donc, chaque matinale, à la fin, il y a un parti pris par Benoît et bah, je vais le découvrir avec vous. Merci, bonjour à toutes et bonjour à tous. En partie, ça rejoint les propos que vient de tenir Ariane sur la formation. Moi, je vais en parler de manière générale, mais effectivement, la formation, pour moi, est un élément extrêmement important et j'étais très intéressé par les propos d'Ariane. Et je crois qu'effectivement, la valeur ajoutée qu'on apporte à un salarié est extrêmement probante pour le faire évoluer, le faire rester, le faire évoluer dans le secteur d'activité et pour permettre aussi aux entreprises de se développer dans des conditions optimales, à mon avis. Hein. Voilà, c'est extrêmement important. Donc voilà, moi je voulais parler un tout petit peu alors justement des problèmes d'emploi de la silver economy et je voulais voir avec vous si l'IA, la fameuse intelligence artificielle, était la clé pour résoudre ces problèmes d'emploi. Aujourd'hui, quand on regarde l'incidence de l'emploi sur l'évolution de notre secteur d'activité, la silver economy, qu'est-ce qu'on constate? Il y a une pénurie de personnel hein, qui est régulièrement évoquée dans les services à la personne, dans les EHPAD, dans les résidences seniors, euh, et qui tient en partie à la formation du personnel, hein, qui est souvent déficiente, hein, comme l'a dit à l'instant Ariane, un déficit de formation qualifiante, et puis des filières d'accès à l'emploi au sein de la silver economy qui sont peu connues
méconnus ou mal balisés. Et ça, c'est tout de même un des enjeux également de notre secteur d'activité, c'est d'arriver à nous faire connaître et reconnaître. Et se faire connaître, hein, ça suppose tout de même de savoir communiquer dessus, mais je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Depuis très nombreuses années, on évoque un nombre extrêmement important de personnes manquant dans l'univers des services à la personne, dans l'univers des EHPAD, et on donne des chiffres qui vont de 300 000 à 800 000 personnes manquant à l'appel en 2030 ou en 2050. Donc on voit effectivement un manque cruel et des questions qui se posent de manière lancinante. Première solution, est-ce que c'est recourir massivement à l'immigration pour remplir les postes manquants? Alors, je vais évidemment pas faire de politique, hein, c'est pas l'objet et je n'ai pas de compétences là-dessus, mais évidemment que ça ne va pas de soi, notamment parce que tous les migrants ne viennent pas nécessairement pour remplir ce genre de job qui est très particulier et qui est peut-être méconnu dans leur pays d'origine. Et cela suppose un investissement extrêmement important en formation de ces personnes, à la langue, à la culture, au mode de vie, aux habitudes des personnes âgées, hein, comme l'a souligné à l'instant Ariane, de manière à pouvoir répondre à leurs attentes quotidiennes. De la même manière, dans les EHPAD, nous allons être confrontés à une absence cruelle de personnel, davantage attiré par les métiers de la petite enfance que par ceux de la grande vieillesse. Et là, quelle solution avons-nous aujourd'hui? De nombreuses formules d'hébergement de personnes âgées existent, mais ils supposent ou nécessitent, selon leur modèle, la présence de personnes qui viennent effectuer tout un certain nombre de tâches pour les individus ou pour la collectivité d'habitants âgés. Donc un gros problème va survenir si nous ne trouvons pas ces personnes. Comment ces habitats collectifs peuvent-ils continuer de fonctionner? Et on voit bien aujourd'hui que faire venir des gens d'autres secteurs d'activité vers celui-ci n'a rien d'évident, puisque les autres secteurs d'activité, c'est ce qu'on entend régulièrement en France, manquent également de personnel, et donc on cherchait à retenir le personnel délivrant une prestation dans leur secteur d'activité, de manière à pouvoir continuer et à réaliser l'offre qu'ils font à leur marché. Ainsi, une première solution serait un plan global et ambitieux de formation, c'est-à-dire former des gens sans emploi, des gens en perte d'emploi, en réorientation professionnelle, qui pourraient être intéressés par ces métiers. Aujourd'hui, ce sont des métiers peu connus, méconnus et très souvent qui ne génèrent pas un enthousiasme délirant. Par exemple, si vous parlez à une jeune personne de cette activité, elle va préférer changer les couches de bébé que changer les couches de pépé, hein. C'est une réalité incontournable et c'est une bonne manière de formaliser les choses. En même temps, la réalité démographique fait que nous allons nous retrouver avec de plus en plus de personnes âgées, la conséquence du baby boom. Les premiers baby boomers nés en 1946 ont aujourd'hui 78 ans. Donc, dans 2 3 ans, on va se retrouver confronté à une vague massive d'arrivées dans les résidences seniors, dans les EHPAD, dans tous les logements collectifs, et on ne va pas être à même de répondre à cette attente. Donc, quelle solution, pardon, peut-on trouver aujourd'hui? Parmi ces solutions, il y en a une qui a été relativement peu étudiée jusqu'à présent, je trouve, sauf des exemples comme Nicolas, qui est l'innovation technologique et tout particulièrement l'IA, l'intelligence artificielle. L'innovation technologique permet de créer de nouvelles solutions à même de résoudre les problèmes auxquels nous allons nous trouver confrontés. Et une innovation qui vient naturellement à l'esprit, c'est la robotique. Bien entendu, jusqu'à présent, on n'a pas eu besoin d'y recourir parce qu'on est arrivé à pallier le déficit de personnel en jonglant un tout petit peu, de manière un peu acrobatique. Mais demain matin, il va être quasiment impossible de poursuivre dans cette voie-là, sachant qu'on aura beaucoup trop de personnes âgées, beaucoup trop peu de personnel pour les aider. Et donc, il va falloir faire en sorte que sur tout un certain nombre de sujets, on puisse avoir des tâches automatisées, prises en charge par des robots et qui vont venir tout simplement se suppléer aux personnes. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que la robotique, la domotique, toutes ces fonctions sont à haute valeur ajoutée, ce qui suppose des ingénieurs qui conçoivent des solutions technologiques de plus en plus performantes. Bien entendu, on commencera par connaître un certain nombre d'échecs et surtout un certain nombre de succès, puis des techniciens pour la mise en œuvre de ces solutions, des techniciens pour l'entretien et l'adaptation de ces solutions. Et puis, enfin, des usines dans lesquelles il va falloir fabriquer ces appareils et ces innovations technologiques à haute valeur ajoutée. Donc tout d'un coup, on peut imaginer que c'est là une solution qui est bénéficiaire sur de nombreux plans, et notamment pour les aînés, puisqu'on va leur apporter des solutions. De nombreux secteurs d'activité ont su se remettre en cause, chercher des solutions et évoluer. Si vous regardez par exemple un autre secteur d'activité qui n'a rien à voir, mais qui m'est venu à l'esprit, c'est l'automobile. Il y a quelques années, on a tout de même dit que l'automobile thermique, c'était fini. Et donc, on va aller vers l'automobile électrique. Big Bang, des tas de solutions en ont surgi. Et aujourd'hui, tous les constructeurs automobiles se sont mis dessus. Ils ont renaclé au début, hein, ils n'étaient pas forcément très partants. Puis, ils ont compris qu'ils n'avaient pas le choix. Ils se sont mis dessus parce qu'ils ont compris que les gens étaient prêts à acheter
car là aussi, les consommateurs n'ont pas le choix. Il va falloir qu'ils s'adaptent. Et quand vous regardez aujourd'hui le prix moyen des voitures pour la mobilité, pour la liberté, les gens sont prêts à sortir des sommes extrêmement élevées. Et moi, c'est ce qui me rend confiant par rapport à la silver economy et par rapport à toutes ces nouvelles technologies qui vont venir et qui vont être dopées par l'intelligence artificielle. Jusqu'à présent, le raisonnement était le suivant. On avait des populations âgées extrêmement raisonnables qui ne voulaient pas dépenser, pas investir dans la vieillesse, et très souvent, on nous les présentait comme étant réfractaires au changement et aux technologies. Les nouvelles qui viennent vont être radicalement différentes. Aujourd'hui, beaucoup de gens à un certain âge comprennent, pas tous, mais un certain nombre comprennent évidemment qu'étant donné l'âge de leurs parents, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, il y a une forte probabilité qu'eux-mêmes arrivent à ces âges très avancés et vont être demandeurs qu'on le soit en mesure tout simplement de savoir concevoir des produits à haute valeur ajoutée qui vont les aider au quotidien, dont ils vont pouvoir s'équiper et qui évolueront au fur et à mesure de leur vieillissement, des petits handicaps qu'ils vont découvrir au fur et à mesure et auxquels ils seront confrontés. Donc très clairement, on va aller vers cet univers-là. À titre d'exemple, hein, dans le domaine de l'entretien de la maison, des courses alimentaires, de la préparation des repas, justement pour être en dehors des univers classiques de la santé, par exemple, pour les personnes âgées à domicile, plusieurs solutions technologiques basées sur l'intelligence artificielle sont en développement ou bientôt disponibles pour faciliter les tâches. Je vais vous donner quelques exemples, hein. Les systèmes de planification des tâches domestiques, des applications et des plateformes alimentées par l'intelligence artificielle peuvent être utilisées pour planifier et organiser les tâches ménagères telles que le nettoyage, la lessive, la maintenance de la maison. Ces systèmes peuvent aider à répartir efficacement les tâches entre les membres de la famille ou les prestataires de services à domicile. Des solutions de livraison alimentaire automatisées, des services de livraison alimentaire alimentés par l'intelligence artificielle sont disponibles pour permettre aux personnes âgées de commander des produits d'épicerie en ligne et de les faire livrer directement à leur domicile. Ces services peuvent recommander des produits en fonction des préférences alimentaires et des habitudes d'achat des utilisateurs. Des robots de cuisine et des préparations de repas. Des robots de cuisine intelligents sont en développement pour aider les personnes âgées à préparer des repas nutritifs et équilibrés à domicile. Ces robots peuvent couper, cuire et assembler les ingrédients selon des recettes prédéfinies, offrant ainsi une assistance précieuse dans la cuisine. Et l'assistance virtuelle pour la planification des repas. Des applications alimentées par l'IA peuvent fournir des suggestions de recettes, des plans de repas personnalisés et des listes d'achats en fonction de préférences alimentaires et des besoins nutritionnels des personnes âgées. Cela peut faciliter la planification des repas et garantir une alimentation saine et équilibrée. Et enfin, des services de soutien à domicile, pas de services, hein, des services de soutien à domicile, des plateformes en ligne permettent de trouver et de réserver des prestataires de services à domicile pour l'entretien de la maison, les courses alimentaires, la préparation des repas. Ces services peuvent être adaptés aux besoins spécifiques des personnes âgées, à nouveau, et offrir une assistance professionnelle selon leur emploi du temps et leurs préférences. Ben, on comprend qu'en intégrant ces solutions dans la vie quotidienne des personnes âgées, il est possible de faciliter l'entretien de la maison, les courses alimentaires, la préparation des repas, finalement tout le quotidien, tout en favorisant leur autonomie et leur bien-être à domicile. Donc moi, voilà, mon mot d'ordre d'aujourd'hui, mon parti pris, c'est vivre l'intelligence artificielle et que tout le monde se concentre là-dessus et file vers les nouvelles technologies. Eh ben, Benoît, lorsque certains vont entendre, vont imaginer des robots qui vont s'occuper des personnes âgées, ils vont faire des bons jusque-là. C'était un parti pris, voilà. C'est le rôle C'est du le parti principe. pris. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Donc, vous avez vu, on a fini pile à temps. Donc, en fait, j'ai quelques messages. Pour finir, je voulais vous parler d'un autre événement. Page économie, vous connaissez, certains connaissent. Donc, en fait, c'est des soirées des GPDG. La prochaine soirée, c'est le 15 mai avec Sybille Lemaire, qui est la directrice exécutive de Bayard et puis la fondatrice du club Landois. Et après, la prochaine, c'est le 25 septembre. C'est un spécial EHPAD avec Loïc Rumeau, qui est le directeur général adjoint, non, directeur général, pardon Loïc, du groupe SOS Senior. La prochaine matinale, c'est le 4 juin, 9h30. On aura Brice Alzon, qui est le président de la FESP, Fédération des entreprises et services à la personne. Thomas Baudereau, qui est le cofondateur d'Arago, qui va nous parler de possibilités de crédit, enfin de financer, d'avoir plus de finances pour sa retraite, enfin pendant la retraite, j'entends plutôt. Benjamin Braquet, qui est le cofondateur d'Été Indien, et Benoît Gobelot, qui fera ça en partie pris. Il y a une place, donc si vous suivez cette vidéo et que vous voulez participer à cette émission, vous pouvez me contacter. Merci beaucoup. On a fait 1h30 pile, impeccable. Merci beaucoup en tout cas. Merci Blandine, merci Merci. Ariane, merci Nicolas, merci Cédric qui est plus là, merci Benoît.
Merci beaucoup. Frédéric, merci Bonne à journée à tous. tous. Au revoir. Au revoir.